Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'original. Alors nous sommes au 3e podcast de la série et je dois avouer que c'est pas le format qui fait le plus de vues, mais c'est certainement un des formats que les gens apprécient énormément. Je le vois dans les commentaires, je le vois dans les durées de visionnage et je dois vous avouer que l'exercice me plaît énormément. J'ai donc décidé de le réitérer avec un sujet que j'estime pour le moins croustillant, parce qu'on va pas se mentir, écouter des podcasts pour que je vous raconte mon quotidien, c'est pas très très drôle. Par contre, si je peux l'agrémenter de petites anecdotes un petit peu marrantes, eh bien je sais que ça vous plaît, et ça me plaît aussi de les raconter, c'est les anecdotes que je raconte régulièrement à des amis ou en soirée, et c'est généralement des choses qui font rire, qui amusent, ou qui de par leur niveau d'insolite, poussent à la curiosité. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de 3 adresses extrêmement étranges. Alors, ça va un peu de soi, mais les adresses, en fait, c'est lorsqu'un client m'appelle, moi ou n'importe quelle autre personne du métier du rachat d'objets, et que je me rends chez les gens dans le but de faire une expertise, éventuellement une offre de prix, voire un rachat de matériaux présents sur place. Alors pour ma part, c'est souvent des bijoux, mais je fais aussi les petits objets, les objets de vitrine, un petit peu d'art asiatique, un petit peu de verrerie, et donc il m'arrive régulièrement d'être contacté par des gens pour me rendre à domicile, faire une offre de prix. Maintenant que ceci est clarifié, je vous annonce du coup le sujet du podcast, qui sera aujourd'hui les 3 adresses les plus étranges dans lesquelles j'ai pu mettre les pieds. Sauf qu'avant de commencer à vous parler de ça, et avant d'attaquer avec la première histoire, je dois vous faire un petit disclaimer. Alors, même si vous verrez dans ces podcasts que une des personnes n'a pas été extrêmement sympa avec moi, je vous demande dans les commentaires de rester bienveillant. Alors, je n'ai rien contre la blague, j'ai rien contre le fait que vous donniez votre avis, mais je vais vous demander surtout de ne pas insulter les intervenants de la vidéo, parce que, bon, vous allez voir qu'il y a des moments où on se demande un petit peu ce qui se passe, et du coup, je n'ai pas envie, même s'il y a très peu de chances que ça arrive, que ces gens tombent sur une vidéo et qu'ils voient des commentaires foireux en dessous. Donc voilà, je vous demande la plus grande bienveillance à l'écart des 3 personnes dont je vais vous parler aujourd'hui. Maintenant que ceci est dit, je vous emmène avec moi sur la première histoire. Je vais vous parler d'une femme qu'on appellera pour les besoins de la vidéo Georgette, forcément c'est un prénom d'emprunt, et je ne donnerai que des prénoms d'emprunt pour ces histoires, évidemment liées au fait que je ne veux pas que les gens puissent se reconnaître ou qu'on puisse les reconnaître. Ça fait déjà quelques années que je travaille dans le milieu de la brocante, et comme je l'ai dit dans des précédents podcasts et dans des précédentes vidéos, je fais des brocantes tous les dimanches matins, donc c'est-à-dire que je déballe un stand, enfin je déballais, puisqu'ici je vais vous parler d'une époque où j'étais encore itinérant sur les marchés de brocante, j'avais pas forcément toujours un stand au même endroit, et je devais monter mon stand tous les dimanches. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, puisque j'ai une sorte de magasin fixe dans une brocante permanente, où je travaille tous les dimanches matin de 7 à 13h30. À l'époque, je vous dis, donc j'installe mon stand tous les dimanches, et j'ai une dame qui vient régulièrement me dire bonjour, qui m'a un jour rencontré, qui a vu que je vendais des bijoux. C'est une dame qui est passionnée de pierre, qui est passionnée de plein de choses. Alors c'est une dame qui a quand même déjà un certain âge, je vais vous en faire un descriptif assez bref. Elle doit avoir entre 70 et 80 ans. Elle est pas très grande, elle doit faire 1m60, elle a une longue chevelure blanche qu'elle a régulièrement attachée en queue de cheval, elle est un petit peu habillée à l'as de pique, donc elle a toujours des pantalons de golf avec des motifs à pied de poule, des énormes baskets mais qui ont l'air très confortables, et sur elle a toujours des pulls en laine super chamarrés, et autour du cou elle a régulièrement plusieurs colliers en pierre style agate, des pierres roulées comme on appelle ça, des tumblestones. C'est un personnage assez atypique, mais très gentil. À chaque fois qu'elle vient me dire bonjour, elle a son petit caddie, puisque je vous rappelle que les brocantes se passent la plupart du temps sur des parkings de grande surface, et comme elle achète plein de petits objets à droite à gauche, elle a toujours son chariot qui est rempli à bord, et dans son chariot, il n'y a pas que des objets, puisqu'elle vient également avec son chien. Son chien qui est un caniche marron, très gentil. Et donc, Georgette devient une cliente plus ou moins régulière, vient me demander des petits conseils, on papote, on rigole, c'est une dame vraiment, vraiment adorable. Et ça fait quelques années qu'on se connaît, au moment où se passe l'histoire dont je vais vous parler. Au-delà du fait de m'avoir parfois acheté quelques petits objets, ou de venir me demander des conseils ou des informations, Georgette me demande un jour de passer chez elle parce qu'elle aimerait bien vendre quelques petites affaires qu'elle a dans son intérieur, notamment des minéraux de collection. Et elle me demande si je peux prendre rendez-vous avec elle. Elle habite pas très loin de chez moi, elle habite à une dizaine de kilomètres. Et donc rendez-vous est pris, et je décide, après la brocante du dimanche, que la semaine d'après, je passerai chez elle tel jour à telle heure, et c'est convenu entre elle et moi.
J'arrive donc dans un petit village qui n'est pas très très éloigné du mien, qui est assez petit, et je trouve la maison de Georgette, qui est une très belle maison de maître, juste adossée à une église. La maison est relativement grande, elle paye pas de mine comme ça, c'est une maison qui est jumelée à d'autres maisons, donc je me gare et je vais sonner à la porte de chez Georgette. Elle m'ouvre, m'accueille avec le plus grand enthousiasme et m'invite du coup à rentrer dans le hall d'entrée de sa maison. Comme je vous l'ai dit, c'est une maison de maître, donc c'est un hall d'entrée qui est assez grand. On doit être sur un hall d'entrée qui fait 12 mètres carrés. Face à moi, j'ai un magnifique escalier de colimaçon en chêne massif. On a une hauteur sous plafond qui est énorme, on doit être à 3 mètres et demi, 4 mètres sans problème. Et on parle d'une maison qui a quand même quelques années, puisqu'on est dans un style assez rétro, entre les années 50 et les années 70, avec un carrelage au sol à damier noir et blanc, des finitions bois qui sont encore relativement artisanales, pas trop industrielles. Et ce hall d'entrée qui est très grand est rempli jusqu'au plafond de caisses à bananes. Alors les caisses à bananes, c'est des caisses qu'on utilise en brocante, c'est des caisses en carton mais qui sont extrêmement résistantes. Et ces caisses sont empilées presque jusqu'au plafond, et elles se situent sur ma droite quand je rentre. Et il y a, quand je vous dis une quantité de caisses astronomiques, je crois qu'on doit être sur une centaine ou 150 caisses faciles. Donc ça fait une espèce de couloir en fait qui emmène à la porte qui me fait face pour rentrer dans le reste de la maison. Et du coup elle m'invite à la suivre, je la suis, et là je tombe dans une espèce de pièce de vie que je trouve relativement mal agencée, puisqu'on a une pièce qui doit faire aussi 10-12 mètres carrés, et dans laquelle se situe une table qui ne laisse un passage autour d'elle que de quelques dizaines de centimètres. Donc en fait, pour faire le pourtour de la pièce, il faut se faufiler autour de la table, sans compter qu'il y a le chien qui m'accueille en me sautant dessus. Et j'ai un premier problème, c'est que le chien, du coup, qui est un caniche, donc c'est un peu poilu, me saute dessus et a le dessous des pattes humides. Et je comprends assez vite, malheureusement, en rentrant dans la pièce, à l'odeur, que l'humidité sous ses pattes, c'est pas de l'eau, c'est de l'urine. Voilà, c'est de la pisse de chien, pour faire simple. J'arrive donc dans cette pièce, avec le chien qui me saute dessus, que j'essaye tant bien que mal de repousser. Ça n'a pas l'air de gêner Georgette, hein, qui dit « Oh, il est content de te voir, machin, il te fait un accueil de fou. » Et moi, je suis un petit peu dégoûté, donc j'essaye un peu de repousser la bestiole en mode « Non, mais laisse-moi tranquille, oui, gentil le chien. » Tu lui fais 2-3 tapes sur la tête en espérant qu'il se calme. Dans cette pièce, à chaque mur se trouvent des étagères. Le mur de gauche, il y a une vitre qui donne sur la rue. Le mur de droite est entrebâillé d'une porte qui donne vers un salon, que je ne fais que deviner, puisque je n'ai pas vraiment de vue dessus, et la porte qui me fait face donne dans une cuisine qui est plus ou moins ouverte avec un plan de travail. Et donc du coup, Georgette me fait asseoir, me propose un café, que j'accepte avec grand plaisir, et je revois un petit peu dans ces vitrines autour de la pièce, qu'il y a pas mal de verreries, d'objets déco, etc., mais on parle de pièces qui sont grandes, mais qui sont vraiment remplies comme un œuf. Il y a des vitrines partout, avec des objets dedans partout. Et on papote un petit peu, 5-10 minutes, histoire de faire un petit peu... voilà, on parle, quoi, tout simplement, on entame le rendez-vous. Et l'odeur est quand même très particulière. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'entretien dans la maison. Bon, Georgette, c'est une dame qui est quand même relativement âgée, donc est-ce qu'elle est seule? Je ne sais pas. Je sais qu'elle vit avec son fils, mais que je n'ai jamais vu, dont elle m'a déjà parlé, mais qui est presque invisible. Elle n'a pas de mari. Et donc je pense qu'elle vit seule chez elle et qu'elle ne doit pas avoir beaucoup d'aide extérieure. Et je pense qu'à passer un certain âge, faire le ménage, ça va 2 minutes, mais voilà, c'est pas toujours facile d'agencer ça dans un planning pour des personnes âgées. Du coup, Georgette m'explique qu'elle veut se séparer d'une partie des biens qui sont dans les vitrines et que du coup je peux regarder un petit peu. Et il y a ce qui me tape en premier dans l'œil, c'est des cristalleries du Val-Saint-Lambert. Donc c'est des objets en cristal, généralement assez colorés, assez chamarrés, qui viennent d'une cristallerie belge qui est du côté de la province de Liège. Et ce sont des vases qui ont une potentialité de vente entre 80 et 120 euros. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui pourraient potentiellement me plaire, mais qui sont un peu encombrantes pour ce que je fais. Moi, j'essaye de rester vraiment sur du tout petit. Mais je me dis pourquoi pas. Après tout, on peut toujours essayer de les vendre. Donc elle m'explique qu'elle voudrait bien s'en séparer. Et voilà, mais qu'on verra ça après. Que là, je suis chargé d'aller chercher, parce qu'elle n'a pas la possibilité de le faire dû à son âge, je suis chargé d'aller chercher une caisse de minéraux de collection dans son salon. C'est-à-dire la porte qui est sur ma droite, et dont j'avais vu très peu. Donc elle m'ouvre le portique, en fait, qui était dans la porte. La porte était ouverte, mais il y avait un portique pour pas que le chien aille dans le salon.
Je rentre dans le salon, le sol est toujours le même, hein, c'est un sol à damier noir et blanc, et là je tombe un petit peu de haut quand même, puisqu'on parle d'un salon qui est très grand. Et en fait c'est exactement la même soupe que dans le hall d'entrée, c'est-à-dire que le salon entier est rempli jusqu'au plafond de caisses bananes. Ça fait une espèce de labyrinthe avec une entrée qui part vers la gauche, et qui donne sur un lit de camp. Et elle me dit qu'elle dort là parce qu'elle peine à monter ses escaliers. Et sur le lit de camp, voilà, il y a un petit sac de couchage. Ça sent un peu la précarité, mais non pas la précarité financière, parce que la maison est belle, il y a les beaux objets, etc. Mais plutôt la précarité de déplacement. Je pense que voilà, Georgette a essayé d'agencer son intérieur de manière à ce que ce soit le plus fonctionnel pour elle. Il y a aussi un chat dans la bagarre. Et le chat apparemment avait l'habitude de se soulager sur le lit. Voilà, donc c'est un petit peu dégueulasse dit comme ça, mais c'est vraiment une image qui m'a marqué très fort. C'est-à-dire que sur le lit de camp où elle dormait, il y avait des traces de crottes de chat. C'est très bizarre, ça fait un drôle d'effet, mais ce qui m'intéresse du coup n'est pas sur la gauche avec le lit de camp, etc. Je le vois comme ça, mais sans trop m'attarder dessus, j'essaye de pas relever le truc. Et elle me guide depuis la cuisine en me disant « Ah, tu peux aller sur la droite, là tu verras, il y a une vitrine Ikea, et derrière la vitrine, tu verras, il y a quelques caisses, et il y a la dernière caisse au sol qui contient les minéraux. » Alors j'avance dans le salon entre le labyrinthe de caisses, elle me guide, mais c'est rempli de caisses, d'objets encombrants, des pieds de lampe, de la ferronnerie, des trucs, et je commence à comprendre vraiment par le fonctionnement qu'elle a, qu'on n'est quand même pas très loin du syndrome de Diogène. Et là, dans ma tête, je me dis, mais waouh, où est-ce que t'as foutu les pieds, mon pote? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Sur quoi va déboucher ce rendez-vous? Et j'étais pas prêt pour la suite. Je tombe du coup nez à nez avec la vitrine, qui n'était plus vraiment une vitrine tant les carreaux étaient sales, on voyait plus au travers de la vitrine, et dans cette vitrine, il y a quelques minéraux, mais qui sont vraiment des choses, des cailloux ramassés dans le fond du jardin, des trucs qui n'ont absolument pas la moindre valeur minéralogique. Et elle me guide, j'ai un peu du mal à trouver la caisse, donc elle me rejoint clopin-clopant, en me disant « Oui, regarde par là », elle me montre du doigt effectivement une pile de caisses dont j'en retire 2-3 sur le dessus, et en dessous de ces 2-3 caisses bananes se trouve une caisse en plastique grillagée, celle qu'on utilise pour aller faire ses courses généralement. Et elle me dit « Oui, voilà, c'est cette caisse-là, mais attention, elle est lourde ». Alors je vois effectivement qu'il y a des boules de papier journaux qui doivent certainement entourer des minéraux pour éviter qu'ils s'entrechoquent. Je prends la caisse par les anses et j'essaye de la soulever du sol et j'y arrive pas. Bon, je vais pas dire que je suis très fort, mais j'ai quand même l'habitude de manipuler des caisses remplies de marchandises, j'ai quand même un peu l'habitude de manipuler des meubles, d'installer des vitrines, ce genre de choses. J'arrive pas à lever la caisse, mais non, mais ça va, elle est pas si lourde que ça, faut tirer un bon coup. Et là, je tire un bon coup sur la caisse, et j'entends un bruit de décollement. J'entends vraiment une sorte de bruit comme ça. Et je me rends compte, après avoir eu la caisse en main, que, en fait, en dessous de la caisse, le sol, les dalles du sol, ont imprimé des croisillons d'un liquide séché que j'imagine était de l'urine au vu de l'odeur. De chat ou de chien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, évidemment, ça me dégoûte un petit peu. D'autant plus que je suis extrêmement allergique aux chats, je peux être allergique à certains types de chiens, donc ça me gratte un peu dans la gorge. J'essaye de faire fi de tout ça, je fais demi-tour avec la caisse dans les mains, qui est quand même relativement lourde, on parle de 15 à 20 kilos, et je retourne dans la cuisine en me faufilant entre les caisses, en essayant de ne pas faire tomber la moitié de ce que je croise sur mon chemin. Et c'est vraiment pas évident, parce que la maison, et quand je vous dis surchargée, c'est impressionnant, et je me demande comment on peut vivre là-dedans. C'est-à-dire que cette femme vit dans des espèces de couloirs d'objets, entassés les uns sur les autres. Ça fait un peu penser à certains magasins comme on peut les voir dans Harry Potter par exemple. Des espèces de magasins sans queue ni tête où les gens s'y retrouvent. Vous voyez, le marchand dans le magasin se retrouve dans le truc. Je pense au magasin de Ollivander qui vend les baguettes magiques où c'est un bordel sans nom et le mec sait où se trouve tout. Et ben ici c'est la même chose. Georgette c'est un peu le Ollivander de la brocante, quoi. Donc elle a plein d'objets dans tous les sens qui doivent lui servir à rien du tout. D'autant plus que, sans du tout vouloir être insultant avec les personnes âgées, mais on parle de quelqu'un qui a entre 70 et 80 ans, donc elle est plus proche de la fin que du début. Et donc ça n'a aucun sens, d'autant plus qu'elle ne vend pas ses objets, donc elle entasse chez elle. Et chaque dimanche, en fait, je comprends que son caddie, le petit chariot qu'elle avait à la brocante, lui sert en fait à acheter les objets, qu'elle ramène chez elle, et simplement qu'elle entasse.
Revenons-en du coup à la caisse de minéraux que j'arrive péniblement à ramener jusqu'à la table de la pièce dont je vous ai parlé juste avant. On fait un petit peu de place sur la table, il n'y en a pas beaucoup, mais on arrive à poser cette caisse de minéraux sur la table, et Georgette commence à déballer ses minéraux, et à me montrer des trucs qui sont dans des états pas possibles, qui sont cassés, qui valent rien, et puis elle en déballe un sur deux, elle dit « Ah, mais celui-là je ne le vends pas. » Et « Ah, celui-là je le vends pas non plus. » Et en fait, elle commence à me sortir les minéraux, en me faisant comprendre qu'elle a envie de les vendre, mais dès qu'elle en déballe un, en fait, elle ne veut pas le vendre. Donc bon, ça m'arrange parce que c'est pas tout à fait des trucs que j'aurais acheté de toute manière. Mais je comprends qu'elle a une propension à vouloir garder les objets qui est extrêmement marquée, et je vais pas dire que je commence à m'agacer, mais ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je suis là, et je comprends qu'en fait, finalement, ça va pas déboucher sur grand chose. Et du coup, non, j'apprécie la dame, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste qu'à partir du moment où je boucle du temps de travail pour aller chez quelqu'un pour acheter, ben forcément je pars avec l'idée d'acheter des objets et d'en dégager une marge. Comme je l'ai dit, je travaille pas pour une organisation philanthropique. Donc quand je fais des adresses, mon but c'est d'aller acheter de la marchandise que je vais revendre derrière, ou que je vais modifier derrière, ou dont je vais savoir faire quelque chose. Sauf que là, elle déballe une partie des minéraux du fond de la caisse, elle les sort, elle dit « Ah, mais ceux-là, je veux bien les vendre. » Et il n'y a pas grand chose de très intéressant, quelques petits cristaux d'améthyste cabossé, de la pyrite, de la marcassite. Alors ça c'est une merde en collection parce que ça dégage de l'acide sulfurique au contact de l'oxygène, donc ça a partiellement jauni, enfin c'est très compliqué à acheter. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que t'offrirais pour tous ces minéraux? Ça vaut au moins... la série vaut au moins une 50aine d'euros. » Et je lui dis « Écoutez, je suis désolé de vous le dire. » Je la vous voyais, elle me tutoyait, mais moi je la vous voyais. Je dis « Écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais moi ça m'intéresse pas vraiment, donc je vais pas vraiment vous faire d'offre. Si je dois vous faire une offre, ça va être une histoire de 10 euros. » Elle me dit « Ah non, je ne peux pas vendre ça à ces prix-là. Non mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. » Elle remballe ses minéraux, du coup, persuadée que ça a beaucoup plus de valeur que ce que je lui dis, et elle ouvre l'armoire qui était derrière nous dans cette pièce de vie, qui était du coup l'armoire remplie de carafes et de vases en Val Saint-Lambert. Il y avait aussi notamment une réplique de flasque d'un flacon style Louis XVI, qui est assez connu, qui a été réutilisé en miniature de parfum. Et là commence un jeu très particulier, c'est qu'en fait elle me sort un vase par exemple, et elle me dit « Ah mais ça je peux pas vendre en dessous de 80 euros. » Et je lui dis, effectivement, ça n'a pas cette valeur-là. Au rachat, ça vaut 40 à 50 euros et ça se revend 80 euros à particulier. Et là, elle me dit, non, je veux dire, je ne peux pas le vendre en dessous de 80, donc j'en attends beaucoup plus. J'en attends au moins 120 ou 150 euros. Et je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais ça, je peux pas vous offrir pour des objets pareils, ça vaut pas ça. Ah oui, ok, c'est pas grave. Et elle en sort un deuxième. Et elle me dit, ça, je peux pas le vendre. Oh, ça, je peux pas le vendre en dessous de 50 euros. Et je dis, non, mais ça ne vaut pas ça. Et en fait, le petit jeu comme ça va durer 10-15 minutes où elle va me sortir plein d'objets en me disant « Ah, mais ça, je peux pas vendre en dessous de tel prix. » Et je comprends qu'en fait, elle a une idée très arrêtée des prix de ce qu'elle veut, mais qu'elle est un peu déconnectée du marché et que malheureusement, je vais rien pouvoir tirer de cette adresse-là, quoi. Du coup, on papote, on passe quand même un bon moment, il n'y a pas de souci, mais elle fait plusieurs fois le même cirque, quoi. Elle me prend un vase, qui me dit « Ah, mais ça, je peux pas vendre plus de 40 euros. » Et je dis « Non, je peux pas le vendre plus de 40 euros, ça en vaut 20. » Non, je veux dire, je peux pas le vendre plus de 40 euros, il faut que j'ai 40 euros dans les mains. Et finalement, je me rends compte que je me heurte à la réalité d'une pathologie que je ne connaissais à ce moment-là pas, qui est, en fait, finalement, même si je m'étais décidé à monter les prix, si j'avais dit, écoutez, votre vase, ça va, je vous le prends à 50 euros quand elle les demandait, le prix aurait monté. Parce qu'en fait, le but n'était pas réellement de les vendre, le but était simplement de les conserver et de se faire conforter dans l'idée que ça avait une certaine valeur. Chose que je n'ai pas faite, et finalement, je suis effectivement ce jour-là reparti complètement bredouille, avec certes une histoire à raconter, puisque je vous la raconte aujourd'hui, mais des souvenirs plein les yeux, les oreilles et surtout le nez, parce que j'ai passé un très mauvais moment, ça sentait vraiment très 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 fort l'ammoniaque. Et je suis parti de là un petit peu soulagé, de par l'environnement que je trouvais malsain au possible, et par le fait aussi que j'allais pas m'attaquer à une marchandise que je ne connaissais pas, qui sont les cristalleries de Val Saint-Lambert et ce genre de choses, même si j'aurais bien tenté le coup. J'avais appelé mon père pour avoir quelques conseils vis-à-vis du potentiel de vente de cette marchandise. Et ce jour-là, j'ai donc découvert qu'il existait des gens
dont le but dans la vie était d'accumuler des objets, sans savoir quoi en faire. Et j'ai trouvé ça à la fois fascinant et tragique, parce que je me suis retrouvé vraiment face à un mur de cette dame que je ne connaissais pas du tout, si ce n'est par des bonjour, comment allez-vous, et quelques petites discussions de 5-10 minutes le dimanche matin, et qu'en fait finalement je me suis retrouvé catapulté dans la vie de cette dame, et complètement choqué, en fait tellement son mode de vie est éloigné du mien. Et donc voilà, ce jour-là il ne s'est rien passé, je n'ai pas acheté, je n'ai pas pu, et je suis reparti de là un peu estomaqué de la situation. On va passer maintenant à la deuxième histoire, qui est aussi une adresse, dans une habitation toute proche de chez moi. Alors pour vous remettre un tout petit peu de contexte, au début de carrière, j'avais 23 ou 24 ans, j'ai travaillé comme intérimaire dans une usine de production de photos. Je pense que j'en ai parlé dans mon parcours professionnel, c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Et je me suis très mal senti dans cette société et j'ai très vite compris que j'allais faire un très mauvais employé, mais plutôt un très bon indépendant. Avant de partir, j'avais eu le bon ton d'imprimer des flyers de publicité. Pour moi, j'avais réussi à intégrer le soft de développement de l'usine de photos et je m'étais fait imprimer, on va dire, aux frais de la princesse, des flyers sur papier photo que j'avais été distribué dans toutes les boîtes des rues de mon quartier. Et ce flyers disait en fait simplement que je vendais les objets à la place des gens, c'est-à-dire que j'allais chez les gens et quoi qu'ils aient à vendre, je le prenais et je le vendais pour eux. Donc c'est un peu le principe d'un dépôt-vente, sauf que j'allais carrément sur place et je ne faisais pas de discrimination. Je prenais tout, j'essayais de vendre l'entièreté, j'appelais les clients selon les offres ou les ventes que j'avais fait, et en fait finalement c'était gagnant pour les gens parce qu'ils vidaient leur cave, leur grenier avec tous des trucs dont ils n'en avaient rien à péter. Et moi de mon côté, j'essayais de vendre ça pour en dégager une marge bénéficiaire qui allait contenter le client et moi prendre mon petit pourcentage sur la vente. Je trouvais que c'était un concept intéressant. Bon, c'était au début de carrière, je savais pas encore trop où j'allais, j'essayais des trucs, j'avais envie de m'en sortir, mais je savais pas encore trop comment. Du coup, j'ai lancé plein de projets, et notamment celui-là, que j'ai arrêté très vite, vous allez comprendre pourquoi. Et un jour, il y a une dame qui me contacte, qui me dit « Oui, bonjour, j'ai reçu votre flyers, alors moi j'ai plein de trucs à vendre, est-ce que vous voulez éventuellement vous déplacer chez moi, comme ça on peut voir ce que j'ai à vendre, voir s'il y a possibilité que je vous dépose des choses, j'habite pas très loin, et effectivement c'est pas très loin, c'est la rue à côté. Donc je me rends à pied, carrément chez la dame, et j'arrive devant des appartements sociaux. Alors je sais que ce sont des appartements sociaux parce que j'ai connu des gens qui y vivaient. Donc les appartements sociaux, c'est quoi ? Ce sont des logements en fait qui sont loués à loyer très très bas pour des gens qui généralement sont sous assistance sociale. Donc des gens qui ont perdu leur emploi sur le tard et qui ont perdu leur logement dans la foulée, ou des gens qui sont bénéficiaires de ce qu'on appelle en Belgique le CPAS, c'est-à-dire le Centre public d'aide sociale qui touche un revenu minimal octroyé par l'État pour pas que ces gens tombent dans une précarité trop forte. Et dans le package de ces aides sociales, il est possible d'avoir un appartement social, c'est-à-dire un appartement avec un loyer très très peu élevé, avec des baux qui sont très verrouillés en faveur de la personne. Et donc cette dame m'accueille au rez-de-chaussée du bâtiment dans lequel se trouve l'appartement et me fait rentrer dans son appartement. Je rentre dans une pièce un petit peu surréaliste, puisqu'en fait cet appartement qui est quand même relativement récent, c'est quelque chose qui doit dater des années 80 ou 90, chaque mur est... comment dire ? Contre chaque mur se trouve une armoire, plutôt une étagère, et sur chacune de ces étagères se trouvent des cassettes audio, des cassettes VHS. Je vous parle de ça, on est passé les années 2000, on doit être en 2010, quelque chose comme ça. Du coup, on était déjà passé au DVD, on était déjà passé au support multimédia récent et contemporain. Et donc, dans la pièce, partout, j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de bibliothèque de cassettes VHS, de bandes son et de films en Super 8, donc des bandes de films. Au milieu de la pièce, il y a une table à laquelle est attablé le mari de la dame. Et en fait, je constate quelque chose d'assez rigolo, c'est que la table est carrée. Et le mari et la dame sont pas assis l'un en face de l'autre. Je les ai malheureusement dérangés en plein repas, mais c'était prévu que je passe à cette heure-là, donc j'avais pas prévu qu'ils seraient en train de manger. Et en fait, les gens sont assis l'un à côté de l'autre, donc ils sont assis à 90 degrés l'un de l'autre en fait, et ils ont chacun un poste de télé en face d'eux,
avec un casque. Et donc en fait, ils mangent à la même table, mais chacun avec en face d'eux un poste de télé avec un casque. Donc ils mangent isolés, en fait, mais à la même table. Et en chassé croisé. Donc c'est assez drôle. Le monsieur retire son casque, me salue, et puis remet son casque directement. Et c'est des petites télés portables, un peu style noir et blanc, les télés de voyage pour ceux qui ont grandi avec ça dans les années 90. Et du coup, la dame me dit qu'elle a plein de choses à vendre, et qu'elle va me montrer des choses, et qu'elle a des œuvres d'art, et du coup, je suis impatient de découvrir les fameuses œuvres d'art. Et elle me dit, attendez, je vais chercher ça. Elle m'emmène dans une autre pièce, enfin je la suis dans le salon, en fait, qui est en enfilade de la pièce dans laquelle je suis rentré, la pièce de vie. Et il y a une petite table basse. Elle me dit, oui, voilà, installez-vous, je m'assieds dans un fauteuil, et même le salon est rempli d'armoires avec ces fameuses cassettes. Hein. C'est vraiment... on est vraiment dans un décor de film. Et elle me sort du dessous d'une armoire dans un tiroir une espèce de classeur avec des chemises en plastique dans lesquelles se trouvent des feuilles qu'elle ouvre devant moi, et elle me dit voilà, ce sont les œuvres d'art d'un artiste qui va normalement pas trop tarder à percer, et ce sont des choses qui valent quand même un petit sou, puisque moi j'aimerais bien avoir, il y a quand même 200 ou 300 planches de dessin, et j'aimerais bien avoir entre 50 et 100 € par dessin de l'artiste. Je dis ok, j'ouvre le classeur, et là je tombe sur des dessins faits à l'aquarelle, mais ce sont des dessins, je vais pas dire particuliers, parce qu'ils ont rien de particulier. C'est des dessins qu'on dirait faits par un enfant de primaire, par un enfant entre 6 et 9 ans, donc des fleurs, mais faites de manière super simpliste, avec un soleil au-dessus, un chien, mais dessiné grossièrement. Et la dame commence à me pousser en me disant oui, mais vous voyez, il y a quand même du talent, il y a quand même quelque chose. Et puis l'artiste, vous savez, et en fait je comprends à demi-mot qu'en fait c'est pas du tout des œuvres d'art, ni d'artistes, ni quoi que ce soit. Ce sont ses œuvres à elle, en fait. Et elle ne me le dit pas. Mais en fait, elle essaye de me vendre ses dessins qui sont vraiment basiques, en fait. C'est un peu triste à dire, mais j'ai l'impression que cette dame n'a jamais pris de cours de dessin, n'a jamais essayé de se perfectionner. Elle a une espèce de patte, qui est une patte très enfantine, mais qu'elle garde, mais ça n'avait aucune valeur. Vous prenez des feutres, vous gribouillez sur une feuille A4 et vous mettez ça dans un classeur. Et bien là, c'était exactement là-dessus que j'étais tombé. Et il y en avait 300-400. Et donc elle commence à me vanter la patte artistique de l'artiste en question, toujours sans dire que c'est elle. Et du coup, je suis très mal à l'aise de la situation, parce qu'en fait, je sais pas lui acheter ça. Enfin, il y a aucun débouché possible. C'est comme si j'achetais le carnet de dessin de votre petit frère ou de votre petit cousin, quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. En plus, c'est fait sur des feuilles à ligne. Enfin, ça n'a vraiment pas. Enfin, ça n'a rien. C'est rien du tout. C'est du vent. Et je dis, écoutez, je suis désolé, mais c'est pas du tout le genre de choses qui m'intéresse. Et elle me dit, oui, mais vous savez, ça va avoir une cote un jour, et voilà, moi je connais personnellement l'artiste, et elle parle très enjaillée comme ça par ce fameux statut d'artiste. Et du coup, je décline gentiment sa proposition de dépenser 50 balles par dessin. Et elle me dit, bon, bah alors on va passer à autre chose. J'ai des écritures d'artistes, ce sont des poèmes. Et en fait, le cinéma recommence. Elle me ressort un classeur avec des feuilles sur lesquelles il y a des poèmes qui sont un peu basiques. Bon, j'ai pas fait beaucoup de poésie dans ma vie, mais j'ai quand même quelques bases. Et c'est des choses avec des rimes pauvres, des trucs extrêmement simplistes qui parlent de joie, de bonheur et d'amour au quotidien, et des trucs un peu bien pensance comme ça, une espèce de, je sais pas, de mantra. C'est vraiment basique, et elle me sort le même truc. Elle me dit oui, alors en fait avec les poèmes sont vendus les droits d'auteur de l'artiste, donc après ça vous pouvez en faire ce que vous voulez, et ça se vend 50 € par poème. Et je me dis mais merde, c'est fou, quoi. C'est vraiment la femme a pas compris que je l'ai démasquée, et elle essaye de me vendre ses poèmes et ses dessins de fleurs, quoi. Et je dis écoutez, je suis désolé, mais je suis pas du tout dans ce type de fonctionnement-là. Moi, ce que je cherche, c'est des objets anciens, plutôt non pas spécialement des œuvres d'art, mais plutôt des objets de vitrine, des antiquités, des choses de brocante, des trucs un petit peu vendables, en fait. Et elle me dit ah mais alors j'ai ce qu'il vous faut.
Et alors on change complètement de registre, elle me dit qu'en fait elle a reçu, c'est un peu bizarre, un bol à punch en argent massif de la duchesse ou de la marquise de je ne sais plus quoi, avec qui elle est amie, et elle a été invitée à une réception dans un château de chez cette dame, qui lui a en fait à la fin de la réception offert le bol à punch avec les coupes à punch en argent massif. Et alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire tombée du ciel, cette dame qui a l'air de ne pas avoir grand-chose d'autre à faire que faire des dessins et des poèmes, qui vit dans un appartement social et qui en fait est habillée vraiment comme une... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est super difficile à décrire. Elle était habillée avec des grands sarouels et des espèces de vestes sans manches indiennes avec de la passementerie argentée dessus. Et elle avait une espèce de petit chapeau sur la tête, un petit chapeau rond, comme on peut le voir chez certaines... on peut le voir sur certains religieux ou dans certains pays du Maghreb. Une espèce, ce que je vais appeler une petite boîte à fromage, mais le terme n'est pas super bien choisi, mais je comprends qu'il y a une grosse influence indienne dans sa manière de s'habiller. Et elle me dit que du coup, si elle a un bon prix pour ce bol à punch et ses coupes à punch, eh ben elle repart en Inde, parce que chaque année, ils vont en Inde, et leur seul but avec son mari, c'est de repartir en Inde. Et en fait, je comprends que, de ce qu'elle m'explique, elle est du coup allocataire sociale, son mari aussi. Elle essaye de vivre un petit peu de petites débrouilles comme ça et de vendre de petits trucs. Et que dès qu'ils ont un petit peu de sous, eh ben ils partent en Inde. Donc en fait, ces gens collectent les aides sociales pour voyager. Bon, après moi je suis pas là pour juger, je suis là techniquement pour lui acheter des objets. Et elle me sort le fameux bol à punch, qui est immense. Donc pour vous donner une idée du diamètre du truc, donc un bol à punch, c'est comme une espèce de gigantesque saladier sur pied, en métal argenté. Pour vous donner une idée du diamètre du truc, si j'avais mis mes bras en rond autour du bol en punch, je ne faisais pas le tour complet du bol. Donc le truc doit faire 80 cm de diamètre, à peu près. Alors je vois au premier coup d'œil que son bol à punch, c'est du métal argenté. Donc il faut bien faire la nuance entre l'argent massif, qui lui a une réelle valeur, et le métal argenté, qui lui n'en a pas beaucoup, parce qu'en fait on parle d'un laiton ou d'un cuivre recouvert d'une légère couche d'argent. C'est du plaqué, quoi, tout simplement. Et du coup, elle insiste en me disant « Oui, mais si, il est en argent massif, la duchesse de machin me l'a certifié, j'en suis sûr, et vous devriez le voir, vous qui connaissez, etc. » Et je me rends compte que ce truc est pourri, quoi. En plus, c'est plein de verres de gris, enfin, c'est pas beau, c'est... Et donc, du coup, pour pas vexer cette dame, parce que je suis au début de carrière, j'ai pas encore trop l'habitude des clients un petit peu spéciaux, parce que c'était le premier rendez-vous un peu spécial de ma carrière. L'anecdote que je vous ai racontée avant sur Georgette est arrivée un petit peu après. Je dis, écoutez, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le bol à punch chez moi, je vais le tester avec mes produits, et puis je vous reviens. En fait, je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Elle me dit, ok, ça va, on fait comme ça, pas de souci. Je lui dis que de toute façon, on est voisins, et que on se reverra bien assez vite. Je rentre chez moi, et évidemment, je teste le fameux bol, et je vous le donne en mille, et c'était de la merde. J'ai donc appelé cette dame... en essayant de rester le plus courtois possible, en lui disant écoutez voilà je suis désolé, maintenant j'ai testé et je suis sûr votre bol n'est pas bon, donc je vais vous le ramener. Et je lui ai ramené son bol, ça a été très vite fait. Elle m'a demandé quand je lui ai ramené le bol si j'avais réfléchi à l'acquisition des œuvres d'art qu'elle possédait par dizaines, et je lui ai dit que non, que de toute façon voilà, j'étais pas très intéressé. Et puis je vous avoue que le projet que j'avais lancé de vendre des objets qui m'avaient été mis en dépôt par des gens a fait un peu un four, mais il faut toujours bien commencer quelque part. Et donc je lui ai dit que voilà, j'arrêtais, et que non, ça ne m'intéressait pas, mais qu'elle trouverait, pour ne pas la vexer, certainement acquéreur chez quelqu'un d'autre que moi, et que malheureusement ses petits dessins à l'aquarelle et ses poèmes ne m'intéressaient pas du tout. Et petite anecdote bizarre, c'est que cette dame, en fait, je l'ai revue plusieurs fois jouer de la guitare dans la rue, dans la ville où j'habite, en faisant, en mendiant aux gens. Elle a son petit chapeau devant elle, et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, elle alpague les gens avec ses chansons et ses poèmes, en demandant aux gens une petite pièce pour l'artiste. Et donc, voilà, cette dame est un peu une sorte d'artiste hors du temps, et une artiste bien à elle, qui joue du ukulélé dans la rue pour gagner sa vie, en plus des petites aides sociales. Alors je sais qu'il y a des gens qui écoutent mes vidéos et qui écoutent mes podcasts dans cette ville-là. Alors si vous voyez qui est cette personne, surtout ne lui dites rien.
Je préférais que ça reste entre nous, même si ici on est sur la toile et que bon, y a peu de chances que ça lui arrive aux oreilles un jour, et c'est tant mieux, parce que le portrait que j'en ai fait n'est pas super élogieux, même si finalement c'est pas non plus extrêmement insultant. Mais donc voilà, je sais que cette dame va bien. Elle est toujours en vie, ce qui, je pense, malheureusement n'est pas le cas de la personne dont je vous ai parlé avant. Paix à son âme. Et donc voilà, ceci clôture la deuxième anecdote que j'avais à vous raconter ici. Et nous allons donc maintenant passer à la troisième anecdote, qui pour le coup est bien rock'n'roll elle aussi. Ici, les deux premières étaient un petit peu insolites. Celle-ci a été un petit peu plus brutale, on va dire, pour moi. On est quelques années après les histoires dont je vous parle là. C'est une histoire qui a dû se passer il y a 6 ou 7 ans. À ce moment-là, je fais déjà de la bijouterie, je fais déjà du bijou ancien, je fais déjà de l'achat et vente de bijoux et de la restauration de bijoux. Je suis un jour contacté par une dame dont je ne me souviens absolument plus du nom ni du prénom. La seule chose dont je me souviens, c'est son visage. Et forcément, l'histoire dont je vais vous parler maintenant. Cette dame prend rendez-vous chez moi pour me montrer une bague en or blanc et diamant qui apparemment est pas mal et qui pourrait potentiellement m'intéresser. Alors, nous fixons rendez-vous et j'accueille cette dame dans mon mini magasin de rien du tout. Et elle me montre une bague qu'on va appeler une bague pompon. Donc c'est une bague panier en fait, tout simplement en or blanc avec effectivement des diamants sur le dessus. Et la bague est effectivement pas mal. À mon sens, elle a une valeur à la vente qui est estimée entre 1500 et 1800 euros. Donc on parle quand même d'une jolie pièce. La dame est plutôt sympathique. J'inspecte la pièce, je vois qu'il y a du travail un petit peu à faire dessus, puisque le corps de bague en fait est composé de fils d'or blanc. Et dans le bas de la bague, elle a été agrandie et modifiée. La personne qui l'a modifiée a rajouté un morceau d'un métal qui n'a pas tout à fait la même couleur. Donc j'explique à la cliente que je vais avoir un petit peu de travail dessus pour la restaurer, que je vais devoir retirer cette partie de métal, donc je vais devoir découper, et que je vais simplement devoir reconstruire la bague pour pouvoir la rendre commerciale. Puisque moi je revends chaque fois les bijoux avec une garantie, et donc je suis tenu d'avoir un minimum de qualité à offrir à mes clients. La dame me demande un petit peu ce que j'en pense. Je dis que c'est une pièce qui a une valeur de vente de 1500 à 1800 euros et que moi je peux en offrir plus ou moins la moitié, c'est-à-dire 800 euros pour prendre la fourchette basse. C'est toujours comme ça que je fonctionne dans les rachats, c'est-à-dire que j'offre en fait au client la fourchette basse de mon estimation divisée par 2. C'est-à-dire que si un bijou vaut par exemple 2000 euros, eh bien je vais offrir aux alentours de 1000 euros. Ceci pourquoi? Tout simplement parce que la marge bénéficiaire que je dégage doit être plus ou moins l'équivalent de mon prix d'achat pour dégager ma TVA, mes taxes et être viable. La dame me demande si je peux faire un petit effort et donc je me dis ok, je vais tenter le coup, je vais acheter la bague, je crois que je l'ai payé 1000 euros à l'époque en virement. Et elle me dit ok d'accord, le prix est bon, pas de souci, je vous la laisse, j'effectue le paiement devant elle, je fais un papier d'achat et voilà. On en reste là, et je souhaite la bonne journée à la dame, qui me laisse du coup la bague en échange du paiement. Je monte du coup à l'atelier, je mets la bague dans mes sachets de réparation à faire pour plus tard, et voilà, la journée passe. Quelques jours après cette histoire, je commence à attaquer le travail de la bague. Alors pour être sûr de faire une découpe propre, il y a une petite technique qu'on utilise en bijouterie qui est de chauffer en fait la bague, de manière à faire ressortir les traces des soudures, voir où elles sont précisément pour pouvoir découper une bague proprement, sans laisser de la soudure sur le bijou en question. Alors je chauffe un petit peu cette bague, et alors la mise à mesure avait dû être faite vraiment avec le cul, puisqu'en fait au moment où je chauffe la bague, les soudures lâchent complètement, et le corps de bague se déforme sous l'effet ressort en fait, et malheureusement ça casse un petit peu à des mauvais endroits, mais c'est tout à fait réparable, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que là dans l'absolu, j'ai pas le temps de le faire, j'ai d'autres réparations à faire, je suis en partie dans les travaux dans ma maison, bref, j'ai un planning assez chargé, et je laisse la bague sur le côté, en me disant, bon, je la ferai plus tard, je ferai cette restauration-là un petit peu plus tard, soit dans la journée, soit dans la semaine, soit dans le mois, soit dans l'année. Je sais pas encore trop comment je vais faire, ni quand je vais le faire, je sais juste que la bague est entre guillemets en stand-by. Comme je vous le dis, à ce moment-là, j'étais dans les travaux de ma maison, j'étais occupé de faire de la peinture. Et lors d'une fin de journée, je devais aller faire des courses, et donc je me pointe dans une grande surface. Parce que habituellement je fais pas mes courses en grande surface, je vais plutôt au marché ou dans des trucs comme ça. Mais là voilà, j'avais pas trop le choix, j'étais crevé, j'étais dégueulasse, plein de peinture. Du coup je vais dans un Colruyt pour ne pas le citer. Donc c'est une grande surface, un peu style discount, plutôt belge, je pense qu'il y en a quelques-uns en France.
Et donc je suis à l'époque avec mon ex-compagne et nous sommes en train de faire des courses pour savoir ce que l'on va manger le soir même. Et je suis dans les rayons en train de regarder ce que je vais manger. Et il y a ma copine de l'époque qui vient me retrouver en me disant « Dis, c'est bizarre, il y a une dame dans le supermarché qui m'a demandé si j'étais ta compagne. » Et je dis ok, et quoi, elle est où cette dame? Elle me dit mais écoute, elle est un peu plus loin, je lui ai dit qu'effectivement j'étais ta compagne et que j'allais te le dire quoi. Et donc je rejoins la dame dans le rayon du supermarché qui du coup avait reconnu ma compagne, qu'elle avait à peine aperçue, peut-être passée dans le hall d'entrée de la maison au moment où elle était là, enfin je sais pas trop comment elle l'a reconnue. Mais du coup, je tombe nez à nez avec cette dame qui me dit « Ah oui, vous êtes le bijoutier, oui, c'est moi, mais je suis plein de peinture, quoi. J'ai un pantalon déchiré avec de la peinture blanche jusque derrière les oreilles, j'ai de la peinture dans les cheveux, enfin, je suis dans un vieux t-shirt déchiré, je faisais mes courses complètement hors cadre, quoi. » Et la dame me dit « Oui, il faudrait qu'on reprenne rendez-vous avec vous, parce qu'en fait, j'ai un problème. La bague que je vous ai vendue, en fait, je voulais pas vous la vendre. Vous m'avez un petit peu forcé, et en plus de ça, après avoir vendu la bague, j'ai été dans une autre bijouterie avec le descriptif de la bague, et j'en ai parlé au bijoutier en question, qui m'a dit que ça valait beaucoup plus cher que ça, et que c'était pas de l'or blanc, mais que c'était du platine, et que les diamants étaient probablement de très très bonne qualité, et que ça valait plus. » Et là, je tombe un petit peu dénu en disant à la dame « Mais attendez, vous avez montré une photo du bijou, ou une vidéo, ou comment ça se passe ?» Et elle me dit « Non, j'ai été, et j'ai expliqué ce que c'était. » Et donc je m'étonne et je dis à la dame, écoutez, donc sur un descriptif vocal de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous avez parlé de ça à un autre bijoutier que moi qui vous a dit que ça valait plus et qui connaît les matières sans avoir eu l'objet en main. Et elle me dit oui, en somme c'est ça, voilà. Donc la bague vaut plus, donc je vais vous rembourser ce que vous m'avez payé et vous me restituez la bague. Je vous rappelle qu'on est en plein milieu d'un supermarché, hein. Donc la dame est assez vindicative. Et je dis écoutez, j'ai pas l'habitude de ça, mais d'accord, ok, je veux pas de soucis, la bague est pas encore vendue, je l'ai pas encore mise en vente, donc pour moi c'est pas un problème. Vous passez à l'atelier, je vous restitue votre bijou, vous me faites un virement en l'échange, et puis on est bon quoi, je vous rends votre bague. Moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec des clients qui me suivent ou qui m'emmerdent, surtout que si la bonne femme avait été capable de me retrouver en plein milieu d'un supermarché, alors je ne sais pas si elle m'avait suivi jusque-là, ou si elle m'est tombée dessus complètement par hasard et qu'elle a reconnu ma compagne, enfin mon ex-compagne, au milieu du magasin, mais en tout cas ça m'a mis un petit coup de flip. Et donc nous reprenons rendez-vous avec cette dame, qui débarque de nouveau à mon atelier, complètement paniquée, en me disant que j'ai essayé de l'escroquer, etc., alors que c'est complètement faux. Je sais que dans les gens qui suivent mes vidéos, il y en a déjà 2-3 qui sont venus me trouver pour des expertises ou des analyses, ou même pour me revendre du métal ou pour m'acheter un bijou. La plupart des gens qui m'ont rencontré réellement savent que je suis pas du tout insistant, tant au niveau du rachat qu'au niveau de la vente. Moi je laisse le client faire son travail, s'il a envie de venir chez moi, il vient chez moi, s'il a envie d'aller ailleurs, il va ailleurs. Et donc je me défends un petit peu auprès de cette dame en lui disant « Écoutez madame, non, je vous ai pas forcé la main du tout, je vous ai pas pris la main pour que vous signiez le papier de vente, donc non, je vous ai pas forcé, ne dites pas des choses qui sont fausses s'il vous plaît, voilà, il en va de ma réputation et j'y tiens quand même un minimum parce que c'est ce qui fait la base du métier de bijoutier, c'est la confiance envers les clients. Donc non, je peux pas vous laisser dire ça, de toute façon votre bague, voilà, je vais vous la restituer, mais par contre, c'est là où l'histoire se corse, je dis moi j'ai eu un problème, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur votre bague, pour rappel, les soudures de la bague ont lâché dans le bas de la bague. Et donc j'ai dit à la dame, écoutez, moi j'ai commencé le travail sur cette bague, puisqu'elle était mienne pendant un temps, et la bague s'est ouverte, donc moi je peux vous la restituer, mais on a deux solutions. Soit je vous la restitue en l'état, c'est-à-dire plus ou moins cassée, sachant que la réparation n'impliquait pas beaucoup de travail, soit je vous la remets en état complètement, et à ce moment-là je vous facture la réparation. Ce qui semble du coup d'un point de vue logique plutôt acceptable. C'est-à-dire que comme la cliente veut récupérer sa bague et que je vais rien en dégager, en termes de bénéfices, je voyais absolument pas l'intérêt de terminer une bague dont le travail avait été fait en amont de manière un peu pérave, et du coup, je dis à la dame, voilà, il y en a plus ou moins pour, on va dire, 100 à 150 € de réparation, si vous voulez récupérer le bijou en bon état, mais si vous voulez le récupérer en bon état, je m'engage à faire la réparation, mais vous le récupérez pas aujourd'hui. Et donc la dame est un peu hésitante, et elle me dit non mais ça va, ok, je vais la récupérer comme ça, c'est pas très honnête, mais voilà. Et je dis écoutez, c'est pas que c'est pas très honnête, c'est que je vais pas m'engager à faire des frais sur un bijou sur lequel je ne vais rien faire en termes de bénéfices, quoi. Et là il se passe une scène un petit peu surréaliste,
la cliente qui était très très nerveuse fond en larmes et s'assied par terre dans mon hall d'entrée et commence à me hurler dessus en me disant « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte ». Alors oui, je dois contextualiser, la cliente avait plus ou moins entre 50 et 60 ans. Et donc la cliente tombe assise par terre comme ça avec le visage dans les mains en me hurlant dessus « Vous ne vous rendez pas compte, mon grand-père a été à Auschwitz, hein. » Et elle commence à partir dans un délire comme ça, en me parlant de son grand-père qui avait été dans les camps. Et je suis super mal à l'aise parce que je vois absolument pas ce que ça vient faire là-dedans. Alors j'entends bien que ça peut être une souffrance, mais là en l'occurrence, je voyais absolument pas en quoi ça me concernait. Donc c'est ce que j'ai dit à la dame. Je dis, écoutez madame, je suis désolé de vous le dire, mais j'entends bien, votre grand-père a été déporté et c'est dramatique, hein, mais moi je suis désolé, mais je comprends pas bien ce que ça doit venir faire dans une négociation de bijoux. Et du coup la dame se reprend un petit peu comme ça en mode oui bon ben ça va, j'aurais essayé quoi. Je me dis ok, c'est vraiment un profil super bizarre. Donc je m'énerve un petit peu sur la cliente en disant écoutez madame, je vois que là on a un souci. Ce que je vais faire, je vais vous rendre votre bague, vous allez me signer le papier comme quoi vous l'avez récupéré, comme ça on est quitte, et je vous invite du coup à quitter mon domicile en fait, à quitter mon atelier, et surtout ne plus jamais revenir, parce que je pense qu'on va au-devant de problème quoi. Donc je l'ai un peu mise dehors, je vais pas dire manu militari, parce qu'on n'en est pas du tout venu au physique, je suis pas quelqu'un de très violent par nature, mais j'ai dû demander à cette dame de quitter en fait mon hall d'entrée, presque l'aider à se relever de cette espèce de crise de larmes qu'elle avait faite dans le hall d'entrée, avec sa bague cassée, que malheureusement j'avais cassée en effet, mais j'ai pas eu le choix en fait. Et je me suis senti super mal à l'aise, et cette histoire m'a poursuivi pendant quelques jours, parce que quand j'allais faire des courses et tout, je me retournais pour voir si elle était pas derrière moi, enfin c'était assez bizarre. La manière dont elle m'avait retrouvé dans le supermarché, puis le discours qu'elle avait tenu chez moi, et les démarches qu'elle avait faites pour aller parler du truc à quelqu'un d'autre, c'était vraiment très très bizarre. Je pense que cette dame avait des petits soucis psychologiques, et qu'en fait, lors du premier rendez-vous, je les ai absolument pas vus. En même temps, je suis pas psy, hein, je suis bijoutier. Et du coup, ça me laisse un souvenir. Maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, je vous promets que j'étais pas à l'aise du tout. Parce que dans la démarche dans laquelle était la cliente, hyper vindicative, hyper larmoyante, et je vais pas dire hystérique, mais en quelque sorte hyper nerveuse comme ça, à hurler et à brandir des arguments qui n'ont pas de sens, je me suis dit, si jamais la nana va porter plainte à la police en disant que j'ai cassé son truc et tout, je me dis ça va être un bordel. Donc j'ai très vite écourté le rendez-vous, et heureusement, ou pas, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette dame. Mais c'est resté comme une histoire à raconter, du coup que vous venez d'entendre. Et j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, j'espère que les 3 histoires de ce podcast vous ont plu. Alors j'en ai d'autres, hein. J'ai des histoires sur les plus belles trouvailles que j'ai pu faire en brocante, sur les plus belles rencontres que j'ai pu faire en brocante aussi. Je vous prépare encore quelques podcasts dans ce format. Au bout d'un moment, ce format va évoluer. C'est bien que vous le sachiez, puisque je vais certainement inviter des gens pour parler de leur passion, pour parler de leur métier, qui sont des choses un petit peu inconnues du grand public. Et je trouvais l'exercice assez rigolo aussi, donc il va probablement arriver sur la chaîne dans les semaines à venir des podcasts que je ferai non pas seul, mais en combiné. J'espère donc de tout cœur que celui-ci vous a plu en attendant les prochains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous le rappelle, en toute bienveillance s'il vous plaît. Vous pouvez donner votre avis, il n'y a pas de souci avec ça, mais évitez les insultes, ça m'arrangerait. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le récompenser avec un petit pouce. Si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et d'ici à la prochaine vidéo ou au prochain podcast, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.